Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3515 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 18 décembre avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Giuliano Simone, l'ailier droit de l'Atlético Madrid, fils de l'entraîneur Diego Simone bien sûr, il fête aujourd'hui ses 23 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On continue, on va parler maintenant de deux tristes nouvelles et on commence tout d'abord avec un footballeur équatorien qui est décédé. En gros, donc le football équatorien est en deuil. Mario Pineda, 33 ans, international à 9 reprises, comme il a joué 9 fois avec la sélection A de l'Équateur et joueur du Barcelona SC. Donc voilà, sur le continent sud-américain, il a été assassiné par balle. Donc sa femme a également été abattue et sa mère a été blessée. Donc terrible ce qui s'est passé, grosse pensée à lui, grosse pensée bien sûr à sa famille, à ses proches, donc c'est terrible. Et aussi une autre info les gars, c'est triste également, Ethan MC Leod, joueur de Macclesfield, donc une équipe de D6 anglaise et âgé de seulement 21 ans, est décédé lui dans un accident de voiture. Il était sur la route de retour après avoir gagné à Bedford le week-end dernier lorsqu'il a été victime d'un accident qui lui a coûté la vie. Il a été formé à Wolverhampton sans jamais jouer avec les pros et a quitté le club en octobre 2024. Puis on a appris également sa disparition. Donc voilà, deux tristes nouvelles les gars pour commencer l'épisode du jour. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier et pas mal de matchs à parler. On commence tout d'abord avec la Coupe Intercontinentale. C'était la finale entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Flamengo. J'ai bien évidemment moi regardé le match et le Paris Saint-Germain pour moi s'est imposé logiquement, mais ça a été long à se dessiner cette victoire parce que ça s'est joué au tir au but et le PSG du coup s'est imposé 2-1. Après la séance des tirs au but, on va dire, face à Flamengo. Donc les deux buteurs du match, Kvaratskhelia contre un but de Jorginho sur penalty. Bon, dans l'ensemble, le PSG aurait dû certainement gagner le match bien avant la séance des tirs au but. Après, voilà, Flamengo, ils n'ont pratiquement rien eu à se mettre sous la dent. Il y a eu ce penalty donné, on peut dire, de Marquinhos, parce que la faute est très bête, voilà, quand même, de Marquinhos. Bon, voilà, la victoire est là, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain, du coup, qui remporte cette compétition. Et ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui, l'année de tous les bonheurs, parce que oui, cette année 2025, avec cet avant-dernier match du PSG, reste un match. Ça sera après-demain contre l'équipe de National 3, Vendée Fontenay Foot. Bon, bref, cette année 2025 restera à tout jamais la plus belle première année du PSG en termes de succès, avec des énormes trophées remportés, surtout bien sûr la Ligue des Champions et plein d'autres trophées aussi qui ont été remportés, 6 au total sur cette année. Et officiel du coup le PSG remporte cette coupe intercontinentale, donc c'est la première fois qu'un club français remporte cette compétition. Jamais une équipe avait déjà disputé une finale de cette compétition. Il y avait Marseille qui a gagné la Ligue des Champions, on se dit ils pouvaient disputer la compétition, non, ils n'avaient pas le droit, ils étaient exclus par rapport à une affaire de corruption à l'époque. Bon bref, on va pas revenir sur ça. Donc voilà, Paris Saint-Germain, première fois il participe à cette compétition et il la gagne directement. Donc félicitations à l'équipe du PSG sur cette année 2025, 6 gros trophées, la Ligue 1, la Coupe de France, Trophée des Champions, la Ligue des Champions, l'UEFA Super Coupe, vainqueur contre Tottenham, également tir au but et vainqueur également de cette Coupe Intercontinentale, de nouveau tir au but hier face à l'équipe de Flamengo. A noter que le PSG jouera de nouveau une finale dans à peu près 2 semaines contre Marseille, le Trophée des Champions qui aura lieu au Koweït, ça sera tout début janvier. Paris pourrait déjà recommencer l'année 2026, peut-être déjà avec un trophée. Et regardez, donc c'est fou ce qu'ils ont gagné. Donc oui, on a parlé des 6 trophées, mais on peut même rajouter d'autres distinctions. Donc meilleure équipe bien sûr de l'année, plus beau but collectif de l'année, c'est eux qui avaient inscrit le plus beau but en gros collectif. Le ballon d'or bien sûr pour Dembélé, le trophée The Best pour Dembélé, le ballon d'or africain c'est Hakimi, le ballon d'or asiatique c'est Kanguini, meilleur joueur et meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions Dembélé, Désiré Doué, le Golden Boy donc Désiré Doué, le trophée Yashin pour Donnarumma même s'il a quitté le club, meilleur entraîneur de l'année, président de l'année, directeur sportif de l'année. Voilà. Ce sera très compliqué dans le futur de faire mieux que cette année 2025 bien sûr pour l'équipe du PSG qui a pratiquement tout gagné. Il manque seulement la Coupe du Monde des clubs. Souvenez-vous, ce nouveau format l'été dernier, ils auraient pu remporter 7 trophées. Ça aurait été du jamais vu dans l'histoire du football. Le maximum c'est 6. Et regardez, le Barça l'a fait en 2009, le grand FC Barcelone 2009, le Bayern l'avait fait en 2020 et le PSG l'a fait en 2025. C'est dommage, ils auraient gagné contre Chelsea, ils auraient été à 7 trophées sur une année. Comme je dis, c'est du jamais vu dans l'histoire du football, mais sont à 6, voilà, comme le Barça. Regardez ce qu'ils ont pu remporter, le Barça en 2009, comme le Bayern en 2020 et comme le PSG en 2025. Du coup, le Paris Saint-Germain pendant un an portera ce badge. Donc hier, le Real Madrid ne l'a pas porté ce badge. Pendant un an, il le portait. Alors, le Real Madrid, ce badge en plein milieu du maillot. Donc hier, ils ne l'ont pas porté lors du match de Coupe du Roi parce que maintenant, ça sera le Paris Saint-Germain qui portera ce badge. Dès le match de Coupe de France, samedi, ils porteront ce badge, en gros, vainqueur de la Coupe Intercontinentale. Donc voilà, pendant un an, il y aura ce badge sur le maillot des Parisiens. Concernant toujours le match, bien sûr, d'hier,
le 11 de départ. Donc, et surtout, comme une surprise, on pensait que Chevalier allait revenir dans le 11 titulaire. C'est Safonov qui a commencé titulaire lors de ce match. Sinon, c'était quasiment la compo attendue, à part Kanguini qui a commencé à la place de Barcola qui était plutôt annoncé la titulaire. Bon, bref, sinon, les gars, ça a été très costaud. Zerebri, les gars, défenseur droit. C'est lourd, hein. Voilà. Bon, ça vaut pas non plus du Achraf Hakimi, mais pour le remplacer, c'est parfait. Surtout en équipe de France, quand on sait le niveau des défenseurs droits du côté des Bleus. Jules Koundé en équipe de France, c'est moyen. On se dit que Zerebri, vraiment, il a totalement une carte à jouer au poste de latéral droit, presque qu'il veut jouer. Je ne sais pas, mais on sait qu'au milieu de terrain, ce sera compliqué pour lui de jouer en équipe de France. Mais au poste de latéral droit, il peut être un titulaire du côté des Bleus, vu la performance encore qu'il a fait hier et vu les performances qu'il fait depuis pas mal de temps sur ce poste de latéral droit. Voilà. Bon, bref, voilà, concernant ce 11, on va parler bien sûr de Safonov. Quel match, Enrique a pris le choix bien sûr de remettre Safonov qui était sur 3 derniers matchs, 3 fois titulaire. Et il a peut-être bien fait parce que le gardien était exceptionnel, surtout lors de la séance des tirs au but, parce que dans le match, il n'a pratiquement rien à faire. Donc le but pris, c'est sur un penalty qui n'a pas arrêté là. Mais sinon, sur la séance, les gars, c'est 5 tirs au but de l'équipe de Flamengo, 4 arrêts, 4 tirs au but arrêtés sur 5. C'est exceptionnel quand un gardien comme ça. Donc une note de 9 sur 10 par rapport bien sûr à sa performance, surtout par rapport, il a obtenu cette note très haute par rapport à la séance des tirs au but, où il a été décisif, déterminant avec tous ses arrêts. Regardez, donc le premier tireur a été marqué du côté de Flamengo, puis après il y a eu 4 échecs. C'était à chaque fois cadré, parce que côté PSG, par exemple, Dembélé a fait hors cadre. Mais eux, c'était à chaque fois cadré, c'est Safonov à chaque fois qui a arrêté les ballons. Incroyable. Donc il a été élu homme du match, Safonov. Félicitations à lui. Donc homme du match, Safonov, et homme du tournoi de la Coupe du Monde des clubs, c'est Vitinha. C'est pas la même distinction. Voilà, donc félicitations aux deux. Mais nous, on revient, nous les gars, sur Safonov, parce que c'est fort quand même ce qu'il a fait. Et seul gardien du 21e siècle à avoir réalisé 4 arrêts sur une séance de tir au but. Voilà, donc Safonov, félicitations à lui. Et à noter les gars qu'il avait un peu préparé tout simplement cette séance des tirs au but, parce qu'on ne savait pas, voilà, le PSG bien sûr pouvait gagner le match avant ou perdre bien sûr le match, peu importe, mais ça se pouvait qu'il y ait une séance de tirs au but, il avait tout préparé, il savait où aller tirer les tireurs. Après bien sûr les tireurs, les gars, ils peuvent d'habitude ils peuvent tirer à droite, puis le jour de la finale ils tirent à gauche, donc après il avait tout préparé. Ça a plutôt porté ses fruits avec tous ces arrêts qu'il a pu réaliser. Et à noter que quand il a bien sûr arrêté le dernier tir au but, où PSG ça a été sacré vainqueur bien sûr de ce match et de la coupe. Donc Lucas Chevalier, donc deuxième, gardien en concurrence avec Safonov, et Zarbani, on sait que ce qui se passe entre les deux, sont les seuls Parisiens à ne pas s'être précipités sur Safonov après la séance, bien sûr, de pénalty hier. Donc immense compétiteur, Chevalier n'est pas du genre à cacher ses émotions. Voilà, concernant Chevalier, donc il applaudit bien sûr, il n'allait pas bouder, voilà. Mais il sait que c'est compliqué de retrouver une place de titulaire voilà, pour Chevalier, vu la performance encore de Safonov hier. Donc voilà. Et concernant Zarbani, donc il s'est pas non plus il n'a pas sauté sur Safonov par rapport bien sûr à l'image que ça aurait pu rendre en Ukraine par rapport à ce qui se passe entre les deux pays, entre l'Ukraine et la Russie, où bien sûr il est russe. Safonov. A noter que le Paris Saint-Germain sous Luis Enrique a eu 4 séances de tir au but depuis qu'il est arrivé en 2023. Les 4 ont été gagnés. C'est comme exceptionnel avec Donnarumma. Par exemple, il l'avait gagné à l'époque face à Liverpool la saison dernière en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Sans gagner. Safonov en a gagné 2, donc une hier, une contre Lens, saison dernière, 32e de finale de Coupe de France directement. Il y a eu un Lens PSG, c'était un gros match pour Paris dès le premier match de Coupe de France et séance de tir au but, et Safonov avait aussi fait pas mal d'arrêts. Et bien sûr Lucas Chevalier lors de la séance du mois en août dernier, lors du match contre Tottenham. Donc 4 séances de tir au but, les 4 ont été gagnés. Donc voilà, c'est un exercice bien sûr qui te permet de gagner le trophée ou d'aller plus loin dans des compétitions. On continue avec Enrique. Tu penses que c'est le moment de parler de ça, parce qu'un journaliste en conférence de presse il lui a dit c'est le moment de changer de hiérarchie au poste de gardien de but. Du coup Chevalier plus numéro 1, mettre Safonov numéro 1, il a dit parce que voilà, il ne faut pas parler de ça, voilà, on fête notre victoire. C'est le moment d'être unis, de profiter, de gagner encore un trophée, de féliciter tous les joueurs. On veut marquer l'histoire, on continue à marquer l'histoire, profitons. Il ne voulait pas commencer à parler, oui, lui il est numéro 1, lui numéro 2, non. Il a dit on profite bien sûr de la victoire. À noter que pour le match après-demain, les gars, ce sera normalement ni Safonov ni Chevalier, ça devrait être Renato Marin, le 3e gardien, qui devrait être titulaire d'après les dernières infos. Concernant Clément Grenier, qui était sur le plateau de Canal+ à la fin du match hier, donc il a dit pour moi, pour Clément Grenier, donc Safonov est toujours pour lui le numéro 2, parce que Chevalier a plus de qualité et il est plus performant que Safonov. Peut-être, j'en sais rien, mais pour l'instant, Safonov, en tout cas, voilà, les derniers matchs qu'il a pu faire,
il a été quand même très bon sur toutes ses rencontres. Donc oui, Chevalier regolera certainement dans la saison. Peut-être début janvier, ça sera Chevalier qui sera remis titulaire. Ça sera lui, bien sûr, de faire des gros matchs, parce qu'on sait que derrière, il y a Safonov, bien sûr, qui pousse pour aspirer à une place de titulaire. Et concernant Alain Roche, donc lui, il a dit, Safonov va gagner sa place de titulaire. Donc pour lui, ça doit être Safonov, maintenant le titulaire. Il est l'homme des tirs au but. Il n'a pas été mis à contribution pendant le match. C'est vrai qu'il n'a pratiquement rien eu à faire. 4 sur 5, ça doit être très rare. Lui, il ne comprendrait pas maintenant pourquoi il sortirait du 11. C'est que Safonov, il se dit, vu les matchs que j'ai fait, là, j'ai fait gagner le PSG, cette coupe, avec tous mes arrêts, lors de la séance des tirs au but, lui, s'il retournerait sur le banc, il ne comprendrait pas. On peut le comprendre, bien sûr, Safonov. Donc pour Alain Roche, donc il a gagné sa place de titulaire pour quelques semaines. Safonov, à part s'il fait des séries où il n'est pas super bon, là, bien sûr, ça pourrait peut-être changer. Donc il n'est pas passé au travers sur les matchs qu'il a joué. Chevalier n'a pas joué depuis 3 matchs, maintenant 4. C'est pour ça qu'il n'a pas joué, je pense. Mais sortir Safonov, là, serait très compliqué, bien sûr, pour Enrique, qui devra faire des choix. Et moi, je pense, par exemple, le match contre le Paris FC, qui sera le premier match officiel, prochain gros match. Bon, il y a le match de Coupe de France, mais la reprise de Ligue 1. Safonov devrait pour moi continuer à être titulaire. Bon, il n'y a pas un débat qui va s'ouvrir, il n'y a que Luis Enrique qui peut trancher, bien sûr. Luis Enrique, c'est lui, le coach, c'est lui qui met titulaire qui veut. Donc voilà, concernant le gardien de but, parce qu'hier il était déterminant, le gardien de but du côté du PSG. On va parler de Marquinhos. Marquinhos, nouveau trophée pour le capitaine parisien. Il a remporté son 38e trophée majeur en carrière. C'est exceptionnel, il est à un trophée d'égaler Andrés Iniesta avec 39 trophées. Iniesta et Marquinhos est à 38, donc peut-être le trophée des champions là contre Marseille, si la victoire, il pourrait égaler Andrés Iniesta tout simplement. Marquinhos, il a noté que le match aurait pu se finir bien avant la séance des tirs au but s'il n'aurait pas fait cette faute, on peut dire stupide, du joueur là, je ne sais pas comment il s'appelle, peut-être Pedro je crois, le joueur de Flamengo. Oui, il y a penalty, il y a contact totalement, donc voilà, Marquinhos doit faire beaucoup mieux, il est avec l'expérience qu'il a. Ils n'avaient pratiquement rien, aucune occasion. Ils ont marqué sur ce penalty donné par Marquinhos, qui a voulu peut-être faire plaisir à son pays, le Brésil, en offrant un penalty à cette équipe. A noter la blessure de Kanguini, il est sorti à la 34e. Donc Maïlu l'a remplacé. Maïlu, il est rentré en cours de jeu, il est ressorti avant la fin de match. Voilà. Je crois qu'il était blessé, c'est pour ça qu'il a été sorti en fin de rencontre. Bon bref, Kanguini blessé, on espère que ça soit pas trop grave pour le Sud-Coréen. On peut parler aussi de Dembélé. Dembélé, les gars, il rentre en cours de jeu, match rentrée catastrophique. Dembélé, voilà, déjà il loupe son tir au but lors de la séance de tir au but, il fait il prend 20 mètres d'élan, il fait un peu n'importe quoi. Et surtout, il ne cadre pas. Voilà, quand tu ne cadres pas dans un tir au but, c'est que tu n'as pas été bon. Et même dans le match, des frappes tout hors cadre, on a l'impression de retrouver le Dembélé de 2023-2022, qui n'arrive pas du tout à avoir aucune finition. Il faut cadrer au moins, parce que là, toutes les frappes, il a dû faire 3 ou 4, aucune n'a été cadrée de la part de Dembélé. N'oubliez pas qu'il a le statut comme de ballon d'or, de meilleur joueur du monde. La performance qu'il a fait hier, les gars, c'est très médiocre. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette victoire du PSG, qui est pour moi logique, avec bien sûr des joueurs qui ont été très bons. Je pense à Safonov, je pense à Vitinha, je pense à Zeremri, vraiment qui m'a énormément impressionné hier. On continue avec les autres résultats, bien sûr, qu'il y avait. Ça se joue un peu partout. Donc ça a joué, bien sûr, pour Paris. Ça a joué également pour le Real Madrid en Coupe du Roi contre Talavera. J'ai regardé la première mi-temps. Voilà, lors de ce match où le Real Madrid menait 2-0. Bon, j'ai pas vu la deuxième, mais j'ai regardé le match, enfin le résultat final. J'ai vu 3-2. J'ai dit, ils ont eu chaud. Donc victoire 3-2 du Real. Bon, la qualif est bien sûr la chose la plus retenue, bien sûr, du Real, parce qu'il fallait absolument passer contre une des 3. Mais ça a été compliqué. Donc Mbappé doublé. Il y a but contre son camp, où Mbappé est à l'origine du but contre son camp. Il court sur la ligne, il fait un centre, puis le joueur de Talavera met contre son camp. Voilà, donc impliqué quasiment sur les 3 buts. Kylian Mbappé. Et Mbappé, donc lui, personnellement, il a inscrit un doublé, donc un penalty, une frappe lointaine où le gardien se trouve totalement. Donc ses stats cette saison, à toute compétition confondue, club plus sélection, c'est 27 matchs et déjà 34 buts. Il a inscrit son 33e et 34e but cette saison avec le Real et l'équipe de France. Et on peut rajouter aussi 8 passes D pour Kylian Mbappé. Et Mbappé, les gars, est à un but d'égaler le record de Cristiano Ronaldo sur une année civile. CR7, les gars, les meilleurs buteurs du Real Madrid sur une année. Donc sur une année, c'est de janvier à décembre, bien sûr, pas sur une saison, c'est pas pareil. Donc là, une année. Donc Ronaldo, le record, c'est en 2013, il a marqué 59 buts. De janvier à décembre, 59 buts. Mbappé est à 58 buts. Il reste un match à disputer. Donc il lui reste le match contre Séville dimanche. Donc Real Madrid contre Séville. Donc c'est simple, s'il marque un but, il égalera Ronaldo. S'il marque un doublé, qui est possible avec Mbappé, et il aura le record en gros de nombre de buts inscrits sur une année civile. Ça peut être exceptionnel. Donc on comprend pourquoi hier il a joué 90 minutes contre une D3. Voilà, c'est peut-être la volonté aussi d'Mbappé, il a dit, parce que normalement tu fais tourner bien sûr quand c'est une division inférieure. Donc là il a joué le match entier parce qu'il savait qu'il y a peut-être ce record à aller chercher de Cristiano Ronaldo. C'est pour ça qu'il a voulu jouer le match entier, mais il a mis 2 buts Mbappé. Donc voilà, un dimanche on suivra s'il mettra 1, 2 ou 0 ou
encore plus. Hein. Donc il peut aller battre cet immense record de CR7. Et toujours tiens avec Mbappé, tiens c'était il y a 3 ans jour pour jour, c'était un 18 décembre, on se souvient ce qui s'était passé, 18 décembre 2022, la finale de la Coupe du Monde. Il met un triplé Kylian Mbappé, ça n'avait pas suffi, hein. L'équipe de France s'est inclinée au tir au but face à l'Argentine. C'était il y a 3 ans jour pour jour, le 18 décembre. Voilà, 2025. Bref, on continue les gars, on va parler d'autres résultats. Tiens, en Angleterre, il y avait de la EFL Cup, donc la Carabao Cup, la Coupe de la Ligue anglaise, Manchester City contre Brentford. Et City s'est imposé 2-0 sous une pluie battante, un Ryan Cherki, magnifique but. J'ai pas vu le match, j'ai vu son but à l'entrée de la surface, il récupère le ballon crochet, grosse frappe pleine lucarne et un but de Savigno. Donc voilà, City se qualifie pour les demi-finales et Cherki les gars, c'est une passe un but et 4 passes désolé sur ces 6 derniers matchs. Donc pas mal bien sûr, l'ancien attaquant de Lyon. Et quel joueur, Erling Haaland est totalement fan de Ryan Cherki. Donc Cherki a mis cette publication sur son compte Instagram et Erling Haaland a répondu. Hein, donc quel joueur en gros, hein, parce que peut-être il le connaissait peut-être pas avant, voilà Erling Haaland avant qu'il signe bien sûr du côté, enfin, il avait déjà certainement entendu parler de lui, mais peut-être il avait peut-être pas vu jouer. Et maintenant il le kiffe, hein, bien sûr, Erling Haaland. Jouer avec Ryan Cherki. Et Guardiola, il a dit Ryan Cherki n'a pas fait le travail défensif qu'il devait faire. Il n'avait pas d'énergie. Je suis heureux qu'il ait ouvert le score, mais même un aveugle pourrait voir son but. Hein. Mais après ça, je trouve qu'il n'a pas très bien joué. Voilà. Guardiola, hein, qui est franc, hein, Cherki peut devenir encore meilleur lorsqu'il prend la bonne décision finale. Voilà. Donc, parce que lui, il lui demande d'être décisif, ce qu'il a été. Il lui demande aussi des efforts défensifs, tout ça, et il ne l'a pas fait. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas trop aimé le match de Ryan Cherki. Pep Guardiola. Et concernant cette Carabao Cup, on connaît du coup les demi-finales. Donc enfin, pour l'instant, une affiche à Newcastle-Manchester City. Voilà, première demi-finale. Je crois que je sais plus si ça joue sur aller-retour ou aller tout ça. Bon bref, Newcastle City et Chelsea jouera soit contre Arsenal, soit contre Palace. L'autre quart là, je sais pas quand ça se joue. Parce que j'ai vu le programme aujourd'hui et j'ai pas vu qu'Arsenal et Palace se jouaient. Donc ça doit se jouer peut-être plus tard. En tout cas voilà, hein, concernant les demi-finales de cette EFL Cup. Mais pas que saison dernière, c'était Palace qui avait remporté ce trophée. On continue rapidement. On va parler cette fois-ci de la Ligue des Champions féminines parce que hier c'était tous les derniers matchs en gros de ces phases de poule, hein, de LDC. On va parler des 3 clubs français. Tout d'abord l'OL Lyon, hein, donc l'Olympique Lyonnais. Elle joue contre l'Atlético Madrid, un festival 4-0 pour les Lyonnaises, donc parfait. Tiens, Wendy Renard par exemple a été buteuse, hein, lors de ce match, un but sur penalty, donc 4-0 hein, pour Lyon. Qualification bien sûr pour les Lyonnaises, le Paris Saint-Germain du côté du Benfica partout, pourtant elle menait 1-0. Elles se sont fait revenir, donc c'est fini. Hein. Donc 6 matchs pour elles, déjà elles étaient éliminées, même avant le match. Donc 4 défaites, elles ont fini avec 2 matchs nuls lors des 2 derniers matchs. Et du coup c'est fini voilà, pour le PSG. Elles n'iront pas plus loin en Ligue des Champions. Et le Paris FC était également engagé en Ligue des Champions. Je contre le Barça, défaite 2-0 face au FC Barcelone. Mais elles arrivent quand même à se qualifier. Les Jeux du Paris FC, donc du coup le classement après la 6e journée, voilà c'est fini. Donc du coup qualifié directement pour les quarts de finale. Du coup le Barça qui finit en tête, il y avait une poule de 18 équipes. Donc le Barça avec 16 points en tête avec Lyon, les 2 premiers qualifiés. Hein. Chelsea, le Bayern. Ensuite qualifié pour les barrages, donc de la 5e place jusqu'à la 12e. On peut avoir le Paris FC qui est 10e. Et éliminé, donc le PSG qui a fini 17e sur 18. Hein. Seulement 2 points pour les Parisiennes. Donc une saison de Ligue des Champions totalement foirée pour l'équipe féminine du Paris Saint-Germain. Voilà, donc maintenant place à la suite. Donc là il y aura un système de 8e de finale. Puis après les quarts de finale par exemple pour Lyon directement qualifié. Donc voilà en gros à quoi ça va ressembler tout simplement. La suite de cette Ligue des Champions féminine. On continue les gars, on va parler du programme aujourd'hui. Hein, parce que là je vais parler un peu de tous les matchs qui a eu lieu hier, tout ça. Le programme aujourd'hui, il y a du football en ce jeudi. Donc regardez, par exemple il y a de la Coupe de Turquie, Galatasaray, Istanbul, Başakşehir tout à l'heure à 18h30. Il y a Bilbao en Coupe du Roi, il joue contre Ourense, donc une équipe de division inférieure. Le Sporting aussi, il y a de la Coupe du Portugal, le Sporting joue contre Santa Clara. Ou par exemple Porto joue contre Famalicão, également match de Coupe du Portugal. Et de la Super Coupe les gars, Naples AC Milan aujourd'hui. Hein. Et dans ma fiche, hein, bien sûr, la Super Coupe italienne. Et encore la Coupe du Roi, le Betis qui se déplace à Murcia. Voilà, donc pas mal de matchs. On parlera bien sûr de ces résultats demain. Et à noter qu'il y a la Coupe d'Europe aujourd'hui. Quel match? C'est la Ligue des Champions, tout ça? Non, c'est de l'Europa Conference League. Je ne savais même pas qu'il y avait ça. J'ai regardé comme chaque jour le programme bien sûr du jour et j'ai vu qu'il y a une journée d'Europa Conference League. Et Strasbourg par exemple joue ce soir. Donc Strasbourg, tiens, tout en bas, joue contre Breda Blik à 21h. Donc Palace, tiens, c'est pour ça que Palace ne joue pas par exemple son match de quart contre Arsenal, parce que Palace joue un match de Conference League aujourd'hui contre Cups. Voilà.
Voilà. Concernant tout simplement cette journée de conférence, je ne sais pas pourquoi, ça se joue en dehors voilà, des matchs de Ligue des Champions, enfin une semaine de LDC, ça joue voilà, ces matchs-là aujourd'hui. Bref, voilà ce qu'elle va dire. On continue, on va parler maintenant de la Coupe d'Afrique des Nations qui commence dans 3 jours, on est le 18, c'est le 21, donc dimanche. Et tout d'abord, la Ligue 1, le championnat français, le championnat le plus impacté par la CAN avec 50 joueurs concernés. Donc par exemple en Ligue 1, il y aura 50 joueurs. Voilà, par exemple en Première Ligue, le championnat anglais, 32 joueurs, en D1 égyptienne, 31 joueurs, en D1 tanzanienne, il y aura 25 joueurs qui seront engagés à la CAN. En Ligue 1, 50 joueurs, c'est énorme. Voilà, ça peut avoir bien sûr ses conséquences sur la seconde partie de saison parce qu'il y a des clubs beaucoup impactés comme le Paris FC ou même Lorient. Il y aura 5 joueurs de ces deux équipes qui partiront à la CAN. Notez que Nice, Metz, Le Havre, Angers, concernant ces 4 équipes-là, il y aura également 4 joueurs qui partiront, pour chaque équipe qui partiront à la CAN. A noter que 11 joueurs de National 1, donc 3e division française, ont aussi été appelés pour jouer la CAN. Voilà, donc beaucoup de joueurs qui évoluent sur le territoire français partiront là disputer bien sûr cette CAN qui commence dans quelques jours et qu'on parlera bien évidemment de tous les résultats quand elle commencera bien sûr. Et on finit avec des listes, enfin par rapport à la CAN, les listes les gars, parce que j'ai dévoilé toutes les listes et il n'y en avait plus que 2 qui n'avaient pas été dévoilées, celle du Ouganda. Voilà, donc tous les joueurs appelés, je ne sais pas si vous connaissez un joueur. Ben voilà la liste du Ouganda et la liste aussi du Botswana qui est la dernière liste dévoilée par le sélectionneur. Ça y est, toutes les listes ont été dévoilées pour cette CAN bien sûr qui commence là dimanche bien sûr avec le match Maroc-Comores, le match d'ouverture. Donc voilà, tu as juste une info aussi concernant la RDC. La liste a déjà été dévoilée mais on a pris un forfait, celui de Mario Stroikens, je crois que ça se dit comme ça. Bon bref, il n'est pas là, il est forfait. Du coup, il a été remplacé. Gaël Kakuta, ancien joueur par exemple. Il a joué dans pas mal d'équipes. Il a joué à Lens, il a même joué à Dijon, je me souviens. Je l'avais vu ce genre jouer. À Chelsea, il a joué aussi. Donc bref, c'est lui, il a appelé. Il a appelé pour le remplacer dans la liste de la RDC. Et toujours qu'avec la RDC, le Nigeria exige la disqualification de la RDC pour la Coupe du Monde 2026. N'oubliez pas que le Nigeria et la RDC se sont affrontés en barrage, et c'est la RDC qui s'est imposée. Nigeria en gros exige la disqualification de la RDC. Qu'est-ce qui se passe en gros? Le Nigeria accuse la RDC d'avoir aligné des joueurs non qualifiés lors de la double confrontation des barrages africains. En gros, ils ont fait jouer des joueurs qui n'avaient pas le droit de jouer. Voilà. Donc voilà, la fédération nigériane a déposé un recours auprès de la FIFA estimant que certains joueurs n'étaient pas autorisés à jouer lors du barrage. Selon le dossier transmis, jusqu'à 9 joueurs seraient concernés, dont Wan-Bissaka, Sadiki, Tonzembe ou même Maswaku. Donc la Fédé nigériane soutient que la législation congolaise ne reconnaît pas la double nationalité. Elle ajoute aussi que ces joueurs auraient dû prouver une renonciation à leur première nationalité avant de jouer pour la RDC. Voilà. Donc le président de la fédération nigériane, il a dit, ils sont très nombreux à détenir des passeports européens. Certains ont des passeports français, d'autres néerlandais. Les règles sont très claires. Nous ne pouvons rien dire de plus. Pour l'instant, nous avons soumis notre réclamation à la FIFA. Ils ont fait appel en gros. Et on verra maintenant ce que la FIFA va décider. Ce serait terrible, bien sûr, pour la RDC. Du coup, s'ils venaient à se faire disqualifier, ce ne serait pas eux qui iraient jouer les barrages, en gros, de la Coupe du Monde en mars prochain. Voilà. Pour l'instant, ce qu'a fait en gros le Nigeria pour essayer en gros d'avoir l'espoir d'aller à la Coupe du Monde. Concernant la CAN, tiens, on va parler des absents. Concernant la CAN, on sait que tiens, par exemple, le jour là qui est sur l'image, Nicolas Pepe, j'ai pu voir que les gars que Nicolas Pepe, il n'a pas été appelé. C'est dommage parce qu'il fait un magnifique début de saison avec Villarreal. Donc il n'a pas été appelé par le sélectionneur. Et Mersfaï, lui, voulait l'appeler. C'est les hautes sphères en gros de la délégation ivoirienne qui ont dit on l'appelle pas. Voilà. Donc c'est pas le choix du sélectionneur de ne pas avoir appelé. C'est plutôt un peu plus haut, voilà, du côté de la délégation. Donc Girassi, Amin Gouiri, Kudus, Wissa, Bentaleb, Anguissa, Onana ou même Salisu, tous ces joueurs, en gros c'est le 11 des absents à la CAN 2025. Une belle équipe là, tu fais une équipe comme ça, c'est une équipe qui peut prétendre à remporter bien sûr la compétition. On continue, on va parler de Donald Trump, le président américain. On apprend aujourd'hui qu'il aurait signé, donc mardi, donc c'était avant-hier, un décret interdisant l'entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens. Donc cette décision risque de compliquer la venue des supporters africains pour le mondial 2026 aux États-Unis, parce que oui, s'ils ne peuvent pas venir, c'est un problème. Donc les exceptions sont prévues pour les joueurs, bien sûr, parce que si elle n'est pas les joueurs, ça sera compliqué de disputer les matchs. Donc des exceptions sont prévues pour les joueurs, le staff et leurs proches, mais pas pour les fans. Donc c'est-à-dire que c'était supporters sénégalais. Et ça va être compliqué d'aller suivre les matchs du Sénégal à la Coupe du Monde, parce qu'en gros Donald Trump aurait signé un décret en gros interdisant l'entrée sur le sol de ses ressortissants. Voilà.
Voilà ce qu'on a appris. Donc c'était avant-hier. On continue, on va parler cette fois-ci de la Coupe du Monde 2030, pas celle de l'année prochaine, enfin si l'année prochaine aux États-Unis, mais 2030 au Maroc, au Portugal, en Espagne. Le Santiago Bernabéu, donc le stade du Real Madrid, devra accueillir la finale de la Coupe du Monde. C'est pas encore sûr, mais bon, s'il y a des infos comme ça qui sortent du journal AS, un journal madrilène, ça devrait être dans ce stade-là, voilà, où devrait se jouer tout simplement la finale du mondial 2030. Concernant la Coupe du Monde 2026, on revient sur celle de 2026, la FIFA augmente la prime du mondial 2026 de 50% par rapport à celle de 2022. Donc l'instance internationale a décidé de revoir à la hausse les dotations, en gros, des équipes qui, par exemple, qui gagnent la Coupe du Monde. Le vainqueur de la Coupe du Monde touchera désormais 50 millions de dollars. Voilà, ça a augmenté de 50% par rapport à ce qu'avait touché l'Argentine il y a 3 ans. Donc là, c'est le jackpot, bien sûr, pour la sélection qui gagnera la future Coupe du Monde. Et toujours, avec cette Coupe du Monde, les supporters du monde entier semblent hypés par cette Coupe du Monde 2026 qui arrive. Donc depuis le tirage au sort des phases de groupe, les recherches de séjour pour les villes hautes explosent sur hotel.com, bien sûr, pour les supporters qui comptent aller voir et suivre leur équipe. Donc beaucoup d'hôtels là sont en saturation, il n'y a déjà plus de place. Donc les chiffres sont dingues, plus 665% au niveau mondial. Et certaines villes comme Boston dépassent les 3600 pourcentages de réservation, en gros, pendant la période bien sûr des matchs. Donc par exemple, le match France-Sénégal est un des moteurs de cette augmentation. Ce match programmé le 16 juin 2026 dans le New Jersey fait partie des affiches qui boostent fortement les recherches de voyage des supporters français qui seront bien nombreux à anticiper bien sûr leur déplacement sur la côte est des États-Unis pour suivre les Bleus dès la phase de groupe. On dirait qu'on va assister à quelque chose de grand du côté de cette future Coupe du Monde. Voilà, on espère que les stades seront pleins. Ils seront certainement pleins. Voilà, les stades, que ce soit au Canada, au Mexique ou aux États-Unis. Toute autre chose, les gars, on va parler cette fois-ci du FC Barcelone. Et on apprend aujourd'hui que Hansi Flick, le coach, a trouvé la taupe du vestiaire barcelonais. Vous dites, mais c'est quoi la taupe en gros? La taupe, c'est tout simplement quelqu'un qui donnait des informations à la presse, mais en discret en gros, sans que personne ne le voit. Et du coup, il a été pris en flagrant délit. Voilà, donc on ne sait pas si c'est un joueur ou un staff, quelqu'un de son staff, mais quelqu'un donnait des informations qui sortaient du vestiaire du Barça. Normalement, c'est confidentiel, personne ne devait le savoir, et la presse le savait, parce qu'il y avait une taupe, et Flick sait qui c'est. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas le nom de cette personne. On pense que ça va fuiter, on pense, très rapidement. Toujours avec le Barça, ne poussera pas Ter Stegen vers la sortie. N'oubliez pas que Ter Stegen, il veut jouer la Coupe du Monde, mais voilà, le Barça, il fait ce qu'il veut. En gros, la décision appartient au joueur. S'il veut rester, il restera, mais pas sûr qu'il joue, même pas du tout. Et s'il veut partir, il partira. C'est à Ter Stegen de décider ce qu'il compte faire, bien sûr, en janvier prochain. Toujours avec le FC Barcelone, on va parler cette fois-ci de Lewandowski, joueur qui devrait quitter le club en fin de saison pour poser lui ses valises en MLS. Le club de Chicago a pris contact avec l'attaquant du Barça en vue d'un transfert l'été prochain. Les discussions ont été positives entre les deux parties. Voilà, concernant le futur de Lewandowski, ça pourrait se jouer aux États-Unis. Concernant Araujo, on sait qu'Araujo depuis longtemps, les gars, il est dans une période un peu compliquée. Il est parti en Israël pour un peu souffler tout ça. Et il est bientôt de retour avec le Barça. Donc le défenseur uruguayen reprendra l'entraînement le 29 décembre prochain. Donc date de reprise en gros de l'entraînement, avec en ligne de mire un retour dès le 3 janvier face à l'Espagnol Barcelone lors du derby. Il a pris quasiment un mois parce que depuis le match contre Chelsea où il avait pris rouge, les gars, dans sa tête ça n'allait pas super fort. Il a demandé au Barça de prendre un peu de repos parce que le Barça a accepté. Donc là il devrait être de retour d'à peu près une dizaine de jours dès la reprise de l'entraînement. Toujours au FC Barcelone, on va parler de Rafinha, le grand oublié comme de la saison 2024-2025. C'est vrai les gars, il a réalisé comme une saison exceptionnelle, mais pourtant il est absent partout. Absent du 11 FIFA The Best, le FIFA 11 The Best qui a été dévoilé là il y a 2 ou 3 jours, il n'est pas dedans. Alors, des joueurs comme Cole Palmer par exemple dedans, pourquoi il n'y a pas Rafinha? Il est absent, c'est un scandale. Seulement 5e au Ballon d'Or, c'est vrai qu'il y en a qui pensaient qu'il aurait même pu gagner le Ballon d'Or. Bon, 5e c'est une belle place, mais vu la saison qu'il a fait, il aurait pu être facilement sur le podium, 2e voire premier. Il aurait gagné le Ballon d'Or, ça n'a pas été un scandale bien sûr pour Rafinha. Donc absent aussi du 11 FIFA Pro. Voilà, qui a été dévoilé, c'était là il y a plusieurs mois, c'était lors de la cérémonie du Ballon d'Or. On peut voir aussi qu'il n'est pas dedans, mais pas que Rafinha. La saison dernière, c'est 35 buts, 27 passes. Il a gagné la Liga, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi.
Et malgré ça, les gars, il est absent un peu partout. Rafinha, bien sûr, hein. Ça fait beaucoup parler. On continue avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid, veut se venger du Barça. On sait que Pérez, voilà, que le Barça, c'est chaud, hein. Donc il considère le retrait du FC Barcelone de la Super League, hein, ce qu'il souhaitait mettre en place, hein, comme une trahison majeure et souhaite se venger à travers l'affaire Negreira. Voilà, en gros ce qu'on apprend aujourd'hui, hein, bien sûr, sur cette affaire. Et Juan Laporta contre-attaque le Real Madrid, hein, parce que Juan Laporta, lui, c'est le président du Barça, et contre-attaque toutes les menaces, hein, du Real. Donc il a dit la Barcelonite, hein, dont il souffre, est désormais une Barcelonite aiguë, en gros. Donc la Barcelonite aiguë à Madrid est bonne pour nous parce qu'il ne se soucie pas il devrait s'inquiéter plutôt de leur club, parce qu'il dit en gros que Laporta dit que Pérez, les gars, il soucie plus d'attaquer le Barça que de ce qui se passe du côté du Real actuellement. Et voilà, il a dit, hein, si le discours sur Negreira a changé, c'est parce qu'il y avait des accords dans des projets. Voilà en gros ce qui se passe entre les deux, toujours très chaud de toute façon entre le président du Barça et le président du Real Madrid. On continue avec Samir Nasri qui lucide sur l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Donc il a dit, hein, cela me fait mal au cœur de le dire, mais Marseille, dans ses 5 ans et demi, je ne les vois pas gagner la Ligue des Champions. Voilà, ouais, peut-être, mais après moi je ne cache pas, mais je pense aussi dans les 10 prochaines années, je ne vois pas Marseille gagner la Ligue des Champions, à part s'il y a je sais pas, un nouvel investisseur, les gars, voilà, qui change totalement la dimension de Marseille. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, l'effectif de Marseille, c'est pas un effectif qui peut gagner la Ligue des Champions. On est tous d'accord. Donc lui, il ne voit pas Marseille gagner dans les 5 ans. Bon, ça, c'est pas trop non plus une surprise. J'espère qu'ils feront de bons parcours et qu'ils nous feront vibrer. Mais il a dit, hein, par contre, le PSG, hein, ont encore une chance de la remporter, la Ligue des Champions. Voilà le constat de Samir Nasri, hein. Un constat, je pense que tout le monde pense. On continue avec Marseille, on va parler de Mason Greenwood, le meilleur joueur de l'OM, hein, depuis le début de saison, même si on a d'autres aussi qui sont bons, comme je pense Rulli, hein. Lui c'est voilà, le joueur décisif quasiment chaque match. Donc Greenwood, hein, pourrait quitter l'OM l'été prochain. Donc l'OM en réclame 110 millions d'euros. Voilà, ça ferait bien sûr une énorme rentrée d'argent bien sûr pour l'OM s'il venait à vendre, hein, bien sûr Mason Greenwood. Et toujours tiens avec cette équipe de Marseille, hein, donc l'OM devrait essuyer environ 37 millions de pertes, hein, sur la saison 2024-2025. Donc les finances de l'OM ne sont pas très bonnes et tiennent toujours sur un fil malgré une valorisation du club en hausse continue. Les dirigeants de l'OM, hein, restent suspendus à leur avenir européen dans la quête d'un équilibre financier, parce que oui, plus tu vas loin en Ligue des Champions, plus tu peux engager de l'argent. C'est pour ça que Marseille veut continuer à bien performer en LDC, parce que pour l'instant c'est plutôt pas mal, hein, la qualif est quasiment là. Donc c'est pour ça que ça va être très important d'aller peut-être enfin se qualifier pour les barrages, peut-être aller en 8e, pourquoi pas un quart. Là ça rapporterait beaucoup d'argent à Marseille, hein. Donc depuis son arrivée en 2016, il y a bientôt l'année prochaine, ça fera 10 ans que Franck Marcourt est le propriétaire. Donc Marcourt n'a connu que des bilans financiers déficitaires, environ 500 millions d'euros en cumulé. Il a perdu quand même 1 milliard d'euros en gros, Franck Marcourt, depuis qu'il a investi, hein, sur cette équipe de Marseille il y a quasiment 10 ans. Benoît Trémolinas tient sur l'équipe de Greg, hein, c'est toujours les jours vers 17-18 heures, hein, sur la chaîne d'équipe 21. Il a parlé du Real, il a dit aujourd'hui N'Golo Kanté à sa place 1000 fois au Real Madrid. Là, par exemple, Kanté, il venait à signer du côté du Real, pour lui, il sera un titulaire indiscutable. Peut-être même du même avec lui, parce que vu les milieux actuellement, un du Real, plutôt milieu moyen, on va dire, oui, on se dit que Kanté aurait totalement sa place du côté du Real. Et on finit aujourd'hui avec Manchester United, les gars, qui prépare un très gros ménage. Je veux dire, il y a pas mal de joueurs qui pourraient partir. Les Red Devils envisageraient une refonte majeure de leur entrejeu et pourraient laisser partir plusieurs cadres lors des prochains mercato. Donc Casemiro, qui est au club depuis quand même quelques années, surtout c'est un énorme salaire, hein, Casemiro, il en fait le contrat en fin de saison. Je ne pense pas que Manchester va le prolonger parce que c'est un gouffre financier. Il devrait partir, Ugarte, il devrait partir, Komimino, il devrait partir, et Bruno Fernandes pourrait partir. N'oubliez pas qu'on a parlé hier, hein, Manchester a voulu qu'il parte, hein, l'été dernier, c'est le joueur qui a voulu rester. Donc voilà, ces 4 joueurs, ces 4 milieux de terrain, peut-être pas les 4 ou j'en sais rien, mais voilà, ils pourraient tous partir, 1, 2 ou 3, on verra. Mais voilà, Manchester veut faire un gros ménage. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, hein, demain vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.